Alors pour cette première conférence, on est très content de recevoir Franck Bodichot, qui est maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'UGA et par ailleurs coprésident de France-Amérique latine, et Renaud Lambert, rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, spécialisé sur la question latino-américaine également. Donc il nous a semblé important de parler du Venezuela aujourd'hui par rapport à ce que le discours dominant peut véhiculer comme idée par rapport à ce pays. Encore récemment, il y a 2 semaines, dimanche, il y a eu des élections que le parti chaviste a remportées. On n'a pas eu de couverture médiatique à la hauteur des échecs qu'il a pu subir. Autre exemple, en Catalogne, on a vu un référendum illégal fortement réprimé, tandis qu'au Venezuela, le référendum fait par l'opposition s'est déroulé dans des conditions plutôt convenables, on va dire. Voilà, donc nous, ça nous a paru important de parler de ça aujourd'hui pour avoir un discours critique et avoir un aperçu des forces en présence, des enjeux que ça soulève à gauche, cette question vénézuélienne. Et voilà, je pense que nos invités seront très bien pour nous parler de ça. Je leur laisse la parole maintenant. Donc bonsoir à toutes et tous. De nouveau remercier l'invitation des amis du monde diplomatique de pouvoir parler ce soir donc, avec vous de la situation au Venezuela. En regrettant donc notre collègue Irène Favier puisse pas être parmi nous ce soir. Elle avait notamment prévu de faire une intro historique, donc je reviendrai un peu rapidement dessus. Et puis pour attaquer tout de suite, en gros, moi ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser quelques images, enfin une série d'images, qui me serviront un peu à dérouler mon propos, qui me serviront aussi de squelette, disons, et soit une image, une idée, soit une image, un événement important ou une chronologie, disons. C'est un peu ça l'idée. Pour ensuite laisser la parole à Renaud Lambert qui va qui va se concentrer avant tout sur la crise actuelle, les problématiques, qu'est-ce que ça pose comme question pour la gauche, la question économique, etc., que développera Renaud tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire des grands signes comme je commence à dépasser le temps ? Ouais. Bon, j'ai essayé de m'auto-contrôler. Donc j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui connaissent très bien la situation vénézuélienne. Je sais qu'il y a des Vénézuéliens qui sont là. Est-ce qu'il y a de nombreux Vénézuéliens dans la salle ? Ah ouais, pas mal du tout. Donc j'espère que vous pourrez participer tout à l'heure avec nous au débat et surtout nous raconter votre perception vécue de la situation actuelle. Moi, je vais partir de l'idée que... je vais revenir sur des éléments, disons, importants, que vous connaissez déjà peut-être, mais pour faire un peu un contexte général. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours avec la géographie, tout ça, mais juste rappeler sur la situation géopolitique du Venezuela, c'est assez évident. Venezuela, une côte immense sur la mer Caraïbe, et on voit tout de suite, pour ceux qui connaissent l'histoire latino-américaine, que le Venezuela est d'une certaine manière dans la zone d'influence directe des États-Unis, et ce depuis le début du XXe siècle. La mer Caraïbe étant considérée traditionnellement par les États-Unis comme une quasi-mer intérieure. Donc il fallait vous rappeler un peu ça. On est face donc à un pays qui est vaste, avec plus de 28 millions d'habitants, qui est essentiellement peuplé sur la côte. Donc ça, c'est produit de la colonisation, d'un modèle de développement très lié à la colonisation. Et on a donc 80% de la population qui vit sur la côte et quasiment 90% de la population qui vit dans les villes. Donc on a vraiment des terres, le Venezuela intérieur, qui est très peu peuplé, très peu densément peuplé et aussi très peu exploité. Ce n'est pas un petit détail, on y reviendra tout à l'heure, c'est par exemple sur les questions de souveraineté alimentaire, d'agriculture. C'est des débats qui sont au cœur de la crise actuelle au Venezuela et qui ont trait aussi à un héritage qui nous vient, y compris de l'époque coloniale. Vous savez que le modèle de la colonisation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent sur les côtes, ils développent les ports, ils développent les villes sur les ports, et ça s'est accentué ensuite au cours des siècles suivants.
Tout à l'heure, très rapidement, était mentionnée la question de comment on pense, comment on comprend, comment on analyse le Venezuela depuis la France. Et là, franchement, on a un gros problème. Je pense que Renaud pourra revenir dessus, puisque le monde diplomatique s'attache beaucoup à ces questions-là. Il y a vraiment un traitement médiatique du Venezuela depuis de nombreuses années qui est complètement, disons, unilatéral, et même dans des soi-disant grands quotidiens du soir, où à chaque fois on va mettre l'accent sur la violence, la dictature, le populisme, et d'une certaine manière, si on élargit le propos, l'Amérique latine est très souvent maltraitée par les grands médias, enfin les médias dominants en France et en Europe. On va toujours insister sur les images d'Épinal, le narcotrafic, les populistes, etc., au lieu de comprendre vraiment ce qui se passe dans ces sociétés et la richesse des dynamiques sociales, culturelles et politiques de ces sociétés. Bon, là, il y a un exemple, glissement vers la dictature, Caracas, capitale de l'angoisse. Bon, il y a notamment notre ami Paolo Paranagua, qui est un spécialiste du genre pour Le Monde. Donc, essayons de repenser le Venezuela de manière un peu plus complexe, mais évidemment, sans faire dans la caricature. Quand on parle du développement au Venezuela, quand on parle des problèmes politiques au Venezuela, il y a une forte odeur de pétrole. Vous savez sûrement, aujourd'hui, la première réserve mondiale prouvée de pétrole, c'est le Venezuela qui la détient, devant l'Arabie saoudite. Donc là, il y a vraiment un magot énorme, notamment dans la frange de l'Orénoque, donc là, un grand fleuve vénézuélien. Dessous, il y a la première réserve mondiale, devant l'Arabie saoudite. Et donc, la question du pétrole, elle est au cœur du développement, mais aussi des questions politiques au Venezuela, au moins depuis le début du XXe siècle. Elle est aussi au cœur des rapports géopolitiques du Venezuela avec le reste de l'Amérique latine et avec les États-Unis, puisque pour les États-Unis, c'est assez évident qu'ils ont à 3 heures de temps la plus grande réserve de pétrole du monde, et que s'ils doivent aller la chercher au Moyen-Orient, ils mettent plusieurs jours. Donc là, il y a un intérêt vraiment clé qu'il faut bien entendu rappeler. Je ne suis pas en train de dire que tout se résume à ça, mais quand même, la question du pétrole et du modèle de développement que ça signifie est très très forte et très importante. Le modèle rentier, c'est-à-dire avoir une rente de ressources naturelles aussi importante, aussi principale dans le développement de l'économie, ça va avoir des conséquences tout au long du XXe siècle et encore jusqu'à nos jours dans le développement, mais aussi les problèmes du Venezuela et des Vénézuéliens. Bon, je ne sais pas s'il y a des économistes, des étudiants en économie dans la salle. Vous étudiez sûrement la maladie hollandaise, c'est le fait qu'avec une ressource naturelle, une rente aussi importante, elle commence à étouffer toutes les formes de diversification économique, elle étouffe toutes les possibilités de développer d'autres secteurs de l'économie. Pourquoi ? Parce que l'État, les acteurs économiques et la société, finalement, ne dépendent que de cette rente-là. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, et d'une certaine manière, la crise qu'on analysera tout à l'heure, c'est aussi une crise de l'État rentier, c'est aussi une crise d'un modèle de développement rentier, dépendant très fortement de cette ressource pétrolière. Bon, il y a plein de textes, même en littérature, au Venezuela, qui parlent de la malédiction de l'abondance, et dans ce cas-là, la malédiction du pétrole, qui est à la fois richesse et malédiction. Tout au long du XXe siècle, les dirigeants, plusieurs dictateurs, Pérez Jiménez par exemple, avaient promis qu'ils allaient semer le pétrole et grâce à ça diversifier l'économie, faire fleurir l'agriculture, l'industrie grâce à la rente pétrolière. Mais en fait, le mythe de semer le pétrole continue jusqu'à nos jours et a eu peu d'avancées. Bon, je vais faire des sauts dans le temps. Si on veut chercher un point de départ parmi d'autres sur ce qu'est le processus bolivarien ou la révolution bolivarienne, c'est-à-dire ces dernières 20 années avec Hugo Chavez en particulier, il faudrait remonter quand même un peu avant. Il faudrait sûrement remonter même à l'année 58 par exemple, après plusieurs dictatures. Il y a une transition démocratique au Venezuela.
Il y a eu, rappelons, des luttes armées au Venezuela, une guérilla de résistance du Parti communiste vénézuélien aussi. Et en 1958, retour, disons, à un régime politique civil, avec élections, etc. Et à ce moment-là, il y a deux grands partis qui commencent à se répartir le pouvoir politique au Venezuela. On parle même d'un pacte, le Pacto de Punto Fijo. Acción Democrática, donc Action démocratique, qui sont sociodémocrates. Et de l'autre côté, COPEI, c'est des démocrates chrétiens ou socio-chrétiens. Ces deux grands partis, en gros, ils se répartissent le pouvoir à la fin des années 50. Ils vont rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Chavez, pour résumer. Il y a vraiment là un pacte entre deux forces politiques qui représentent les classes dominantes vénézuéliennes et qui participent aussi de la redistribution partielle, notamment de manière clientéliste, de la rente pétrolière et de son rapport aux États-Unis. L'arrivée d'Hugo Chavez dans les années 90, si on veut aller vite, c'est la volonté de rompre ce pacte-là, de rompre avec la corruption, avec la 4e République qui s'installe en 1958, et vraiment avec la domination des élites politiques et des classes dominantes vénézuéliennes qui s'étaient réparties le pouvoir au cours des dernières décennies. Donc la population n'en pouvait plus, réclamait l'ouverture du jeu politique et aussi commençait à réclamer la fin du néolibéralisme. Donc vous le savez sûrement toutes et tous, les années 90 pour l'Amérique latine, c'est vraiment la décennie de la guerre sociale, de la guerre néolibérale, avec les fonds d'ajustement structurel du FMI, privatisation, dérégulation, destruction de tous les services publics, de l'éducation publique, etc., de manière ultra-violente. Et ce modèle-là, il s'applique aussi au Venezuela, de manière différée par rapport à d'autres pays, comme le Chili par exemple, mais il s'applique en démocratie, entre guillemets. D'ailleurs, petite parenthèse, on a beaucoup parlé du tournant à gauche latino-américain ces dernières années avec l'arrivée de Chavez, Lula, Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur. Cette arrivée de la gauche ou des progressismes en Amérique latine dans les années 2000, c'était aussi une réponse à l'époque néolibérale. C'est un rejet et le produit de grandes luttes sociales contre ce modèle néolibéral. Au Venezuela, un moment de cristallisation de cette crise de la violence néolibérale, c'est le Caracazo en 1989. À l'époque, c'est un président social-démocrate qui préside le Venezuela, vice-président de l'Internationale socialiste, et qui va massacrer dans les rues de Caracas. Et il y aura plusieurs milliers de morts. Alors là, il y a tout un débat d'historiens pour savoir si c'est 1000, 1500, 2000, peut-être 3000 selon certains. Mais en tout cas, ce Caracazo 89, cette insurrection qu'il y a eu contre la hausse des prix, contre les mesures d'ajustement néolibéraux, où vraiment les classes populaires vénézuéliennes descendent des cerros et des ranchos, des quartiers populaires, vont dans le centre-ville, saccagent des commerces, et on envoie les militaires, et il y a vraiment des centaines, voire des milliers de morts à ce moment-là. C'est une rupture, bien entendu, pour des milliers de familles, mais aussi dans l'ordre néolibéral. Il y a une rupture dans la relation entre les classes populaires et les élites qui vraiment, et là, à ce moment-là, se cristallise très fortement. Et Chavez lui-même, Hugo Chavez, aurait été marqué par ce massacre de 89. Ce qu'il faut comprendre dans l'émergence de Hugo Chavez Frias, donc un militaire métis qui vient lui aussi des classes populaires vénézuéliennes, qui va se former au sein de l'armée initialement, il rentre dans l'armée en 1974, c'est qu'il va réussir à incarner justement ce rejet du modèle néolibéral et des élites politiques, des classes dominantes vénézuéliennes. Sa figure va incarner ce rejet-là, cette rupture avec l'ordre dominant, avec la 4e République, avec la corruption de l'époque, parce qu'aujourd'hui, si vous lisez les médias, tout le monde nous parle de corruption au Venezuela. Effectivement, il y a des gros problèmes de corruption énormes, mais ce n'est pas quelque chose qui est né avec Chavez. C'est vraiment, il y a un passif, une accumulation, un État rentier corrompu qui est installé, enquisté depuis des décennies, bien avant de Chavez. À ce moment-là, dans les années 90, la figure de Chavez elle va justement incarner ce rejet et cette rupture contre la corruption et le néolibéralisme.
rapidement, Chavez, il a une formation initiale plutôt d'un nationaliste de gauche qui défend la souveraineté de la patrie, qui va revendiquer la figure de Simón Bolívar. Donc vous vous rappelez peut-être Simón Bolívar, la grande figure de l'indépendance vénézuélienne, mais pas seulement, de plusieurs pays de l'Amérique latine au XIXe siècle, face aux Espagnols. Cette figure de Bolivar et l'idée du bolivarisme ou bolivarianisme, plusieurs hommes politiques l'ont utilisé au Venezuela, ce n'est pas que Chavez. Par exemple, même les dictateurs se revendiquaient de Bolivar. Mais Chavez, lui, il la réinterprète dans un sens nationaliste progressiste. Alors certains disent national-populaire, au populiste de gauche, bientôt d'autres diront socialisme du XXIe siècle. Ensuite, on peut discuter et débattre sur les termes et même sur leur contenu. Mais en tout cas, ce que fait Chavez, c'est une réinterprétation de l'idée bolivarienne, de la souveraineté nationale et populaire face aux États-Unis, notamment, donc anti-impérialiste, et l'idée de la récupération des ressources naturelles, que l'État doit récupérer les ressources naturelles sous son contrôle, et aussi que ces ressources doivent servir avant tout aux classes populaires et au développement du pays. Après la formation de Chavez, elle est, j'allais dire hétéroclite, mais ce n'est pas au sens négatif du terme, enfin elle est multiple. Vous avez peut-être déjà écouté les grands discours de Hugo Chavez qui pouvaient durer 4, 5, 6 heures. Il peut revendiquer aussi bien Jésus-Christ, Marx, Bolivar, Simón Rodríguez. Donc il y a une palette là très vaste d'affinités idéologiques. Mais quand même avec un fil rouge, c'est celle de la souveraineté nationale et populaire, qui est au cœur, disons, de son engagement politique, et le rejet de la corruption, de l'oligarchie et des élites. Et c'est là-dessus que va se cristalliser ce qu'on appelle aujourd'hui le processus bolivarien. Rappelons que Chavez, le jeune militaire, en 1992, il essaye d'arriver au pouvoir par le coup d'État. Donc Chavez a organisé un coup d'État en 1992 avec son mouvement de la Ve République, où on retrouve d'anciens marxistes guérilleros, des militaires progressistes, des jeunes intellectuels qui ne se reconnaissent plus du tout dans la gauche traditionnelle vénézuélienne, qui forment ce mouvement et qui vont appuyer l'idée d'un coup d'État progressiste qui va être défait. Et l'arrestation de Chavez, qui va être télévisée à l'époque, va être marquée dans la rétine de millions de Vénézuéliens, notamment en plus parce que quand il est arrêté, il assume la responsabilité du coup d'État à la télé. Et les Vénézuéliens étaient souvent accoutumés à ce que les politiques se défassent, n'assument pas leurs responsabilités. Et là, Chavez dit « Por ahora, on a été déçus, pour l'instant ». Et donc cette idée de « por ahora », de « pour l'instant » reste dans les idées. Le coup d'État n'a pas fonctionné, il est finalement libéré au bout de quelques mois et il essaye cette fois-ci d'entrer, il n'est pas rentré par la porte, il va rentrer par la fenêtre électorale. 1998, c'est la victoire de Chavez aux élections présidentielles. C'est un mouvement qui était vraiment en train de croître, donc ce n'est pas une surprise totale, mais c'est quand même pour les élites de l'époque et les classes dominantes qui sont souvent bien blanches, bien habituées à dominer, c'est vraiment une défaite terrible de voir cette victoire de Hugo Chavez, le métis, celui qui revendique ses racines afro-vénézuéliennes, indigènes par sa grand-mère, etc., et en même temps qui revendique vraiment le bas peuple vénézuélien. Donc la victoire de Chavez en 1998, c'est un tremblement de terre politique pour le Venezuela et le début donc, de ce qu'on a appelé le processus bolivarien. Bon, je continue à peindre ça à grands traits, parce que je ne peux pas être trop long. Un aspect quand même évidemment important, c'est au moins deux. Chavez dit Assemblée constituante et reprise en main du pétrole. Ça, c'est la base, disons, de ce qui vient après. Assemblée constituante pour mettre fin à la 4e République, et donc ouvrir le pas à la 5e République, à la République bolivarienne du Venezuela. Une assemblée constituante qui va commencer un processus, disons, d'inclusion, de mobilisation, de politisation de vastes secteurs des classes populaires vénézuéliennes. Et c'est vraiment là la force du processus bolivarien, c'est réussir pour la première fois à mobiliser
à intégrer dans son projet des secteurs qui historiquement étaient en marge de la politique et en marge du débat politique. Donc ce moment de la constituante, c'est aussi un grand moment d'inclusion. Alors certains diront inclusion sous contrôle, sous domination d'une grande figure charismatique comme Hugo Chavez. Donc ça, c'est aussi un thème de débat qu'on peut avoir. Et l'autre aspect essentiel, c'est reprendre contrôle de PDVSA, la grande entreprise pétrolière. Donc parfois on lit dans la presse ici que Chavez a nationalisé le pétrole, c'est complètement faux. Le pétrole a été nationalisé au Venezuela en 1976. Ce que fait Chavez, c'est qu'il reprend le contrôle de l'entreprise pétrolière PDVSA, qui était vraiment aux mains de mafias syndicales. Et donc, en gros, l'État ne contrôlait quasiment plus PDVSA pour ses intérêts propres. Alors, quand je dis mafia syndicale, on avait des dirigeants syndicaux qui arrivaient en limousine à l'entreprise, qui avaient des maisons secondaires à Miami et compagnie. Donc, c'est pas... On peut connaître les bureaucraties syndicales en France, mais là, c'est une autre échelle, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de cette expérience. Et c'est aussi le point de départ de l'expérience nationale populaire en général, on pourrait dire, en Amérique latine, c'est-à-dire l'idée du retour de l'État dans le jeu économique comme régulateur, comme agent aussi de redistribution des rentes, notamment dans ce cas-là pétrolière, et incarné très fortement dans une figure, et cette fois-ci celle de Chavez. Chavez, initialement, il n'est absolument pas marxiste, ni socialiste, ni rien du tout. Même dans ses premiers engagements, sur le plan économique, il pensait que Anthony Giddens, donc l'idéologue de la troisième voie en Angleterre, de Tony Blair, c'était assez intéressant comme option. Donc vous voyez, on était assez loin du socialisme du XXIe siècle. Giddens et Tony Blair, c'est plutôt pas très révolutionnaire. Mais cet Hugo Chavez-là et son équipe, ils vont aussi se radicaliser au fil du temps. Et donc, pour aller vite, il y a un moment de radicalisation, c'est avril 2002. Coup d'État contre Chavez, vous êtes sûrement tous au courant. Un coup d'État qui démet Chavez, qui est appuyé très fortement par les grands médias vénézuéliens, par le patronat, Fede Camaras, donc le MEDEF vénézuélien. Et c'est quasiment une blague, enfin c'est une farce, comme dirait Marx dans ce cas-là. C'est le Gattaz vénézuélien, vous connaissez tous Pierre Gattaz, notre cher Pierre Gattaz, qui se retrouve président de la République pendant 2 jours, issu du coup d'État. Donc là, c'est vraiment le patronat directement qui participe au coup d'État et prend le pouvoir à ce moment-là. Donc le message est clair. Le petit problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils vont être balayés par la mobilisation populaire et le fait que l'armée ne suit pas en bloc. Il y a seulement un secteur de l'armée qui suit le coup d'État, et il y a vraiment une fidélité, une loyauté à la figure de Chavez au sein des forces armées. Donc cette alliance civico-militaire qui ensuite va être vraiment au cœur aussi des discours bolivariens, c'est ça qui permet d'annuler, de défaire le coup d'État. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Amérique latine, il n'y a pas beaucoup de coups d'État latino-américains qui ont été défaits quand même. Et là, on parle de 2002, ça fait 15 ans. Donc un État qui a été coup d'effet par la mobilisation populaire et par le fait que les forces armées sont loyalistes à la figure de Chavez dans leur majorité. Et à partir d'avril 2002 et ensuite du lockout patronal de 2003, là où la bourgeoisie vénézuélienne essaie de bloquer l'économie, de bloquer l'extraction de pétrole, Chavez lui-même commence à radicaliser sa perspective politique et surtout ses politiques sociales. Donc il y avait déjà eu des politiques sociales dans les premières années, mais à partir de 2003-2004, il y a un infléchissement dans les discours et aussi dans les options politiques prises. Donc là, c'est l'époque des missions sur l'éducation, sur la santé avec les médecins cubains, sur l'alphabétisation, et aussi sur l'idée de la démocratie participative. Mais t'en parlera peut-être Renaud tout à l'heure, non ? Donc vous avez peut-être entendu parler des conseils communaux qui apparaissent dans ces années-là. Et moi, les conseils communaux, c'est l'idée qu'on peut commencer à contrôler une partie du budget. C'est une sorte de budget participatif local, si vous voulez, qui se multiplie dans ces années-là dans une perspective de poder popular, de pouvoir populaire. Le pouvoir populaire devient même une sorte de leitmotiv de la politique, à tel point que tous les ministères deviennent du pouvoir populaire. Donc vous voyez la grande contradiction quand même.
Parce qu'à la base, le pouvoir populaire, c'est le pouvoir d'en bas. Mais à ce moment-là, au Venezuela, tous les ministères s'appellent ministère du pouvoir populaire de l'économie, ministère du pouvoir populaire du travail, ministère du pouvoir... Donc tout est pouvoir populaire, et le pouvoir populaire est très fortement institutionnalisé par l'État lui-même, ce qui est en soi une tension, voire une contradiction possible, évidemment. Là, vous avez par exemple une réunion d'un conseil communal à Caracas l'année dernière. Cette idée de la participation, c'est une participation quand même importante. On parle de dizaines de milliers de conseils communaux. Certains ne fonctionnent pas, d'autres sont très bureaucratisés, d'autres beaucoup plus dynamiques. Il y a vraiment de tout. Mais c'est quand même une nouvelle impulsion dans l'expérience bolivarienne en termes de participation. Et en termes de discours, Chavez lui-même commence à revendiquer l'idée du socialisme du XXIe siècle, donc remettre au goût du jour les discussions sur socialisme, etc. Un autre aspect essentiel, c'est l'intégration régionale. Donc l'idée bolivarienne commençait à une unification des pays latino-américains au sein d'expériences alternatives à celles que proposent les États-Unis. Donc je n'ai pas trop le temps de développer, mais un point clé, c'est 2005, la défaite de l'ALCA. Donc c'était le grand projet des États-Unis pour l'Amérique latine, construire une immense zone de libre-échange du Canada à la Terre de Feu. Si ça avait fonctionné, ça aurait été la plus grande zone de libre-échange de la planète. Et finalement, cette perspective, elle est défaite par la résistance d'un grand mouvement social contre l'ALCA et aussi de certains gouvernements qui commencent à affirmer des marges d'autonomie face aux États-Unis. Dans ces résistances, il y a celle de Chavez. Rappelons que les dernières années, quand même, il y a eu des expériences d'intégration quand même importantes. Sans les États-Unis, la CELAC, par exemple, Communauté des États latino-américains de la Caraïbe, c'est la première fois qu'on a un organisme qui regroupe tous les pays de l'Amérique latine sans les États-Unis. Donc peut-être que pour ceux qui ne suivent pas l'Amérique latine, ça paraît assez normal, mais finalement, ça ne l'est pas du tout. Jusque-là, il y avait toujours une domination diplomatique essentielle des États-Unis dans tous ces organismes d'intégration. Chavez, lui, a défendu l'idée d'une alternative bolivarienne d'intégration avec l'ALBA, qui a commencé à proposer, là aussi, des idées tout à fait novatrices en termes d'intégration alternative, d'échanges alternatifs. Par exemple, le troc, médecins contre pétrole, médecins cubains contre pétrole vénézuélien, ou le fait de reconnaître les asymétries entre les pays. Vous savez que la vision néolibérale, c'est l'inverse. Le plus fort gagne plus de marchés et écrase les autres. Là, l'idée, c'est si tu es un petit pays, tu dois recevoir plus que tu ne donnes dans le cadre d'une intégration régionale. Avec vraiment des cas... là, quand il y a eu les grandes tempêtes, vous avez peut-être entendu parler dans les médias français de la Dominique, une toute petite île qui a été complètement ravagée. Mais la Dominique fait partie de cette alliance de l'ALBA. Et elle reçoit du pétrole vénézuélien à prix totalement subventionné depuis des années. La Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua font partie aussi de cette intégration qui est vraiment intéressante, alternative, même si aujourd'hui on peut dire qu'elle fonctionne très très mal du fait de la crise économique. Donc en ce moment, elle est mise en échec assez largement. Cette relation peuple-dirigeant, ce processus national populaire, c'est vraiment un des carburants de l'expérience bolivarienne. Elle a bien entendu dû affronter tout un tas d'obstacles, mais aussi de contradictions et d'erreurs. Donc, ce n'est pas que je suis en train de vous faire une peinture, c'est le socialisme du XXIe siècle magnifique, le paradis sur terre, le Venezuela. Si c'était le cas, on aurait vraiment du mal à comprendre dans quel état est aujourd'hui aussi le Venezuela avec la crise économique, l'effondrement d'une partie du système économique, etc., etc. Dès les années Chavez, déjà il y a un héritage, c'est celui de l'État rentier pétrolier qui finalement n'a pas été transformé en profondeur. Donc là, c'est la démonstration qu'une assemblée constituante seule ne transforme pas l'ensemble des rouages de l'État. Et donc les questions de corruption, de clientélisme, d'un État inefficace, très souvent aussi, très bureaucratisé, qui a du mal à fonctionner, ça s'est poursuivi sous les années Chavez. Les questions de la diversification économique, qui était un des grands chevals de bataille initiaux de Hugo Chavez,
là aussi, il y a eu assez peu d'avancées. Il y a eu beaucoup de tentatives, notamment sur l'agriculture, par exemple, ou sur la multiplication des coopératives. On a même pendant un temps parlé de cogestion des entreprises. Ça, c'est un thème, moi, qui m'intéressait particulièrement. Il y a eu des exemples très, très forts à Sidor, donc une grande entreprise sidérurgique dans l'état de Guyana. C'est une entreprise que j'ai pu visiter plusieurs fois, où ils ont essayé de mettre en place des formes de contrôle ouvrier. Ça a été balayé par un État tatillon, par des formes de bureaucratisation syndicale aussi, par des ministres qui changeaient tous les 4 matins, ou voire qui étaient contre l'idée même du contrôle ouvrier ou des formes de cogestion. Et la diversification économique, elle a rencontré des obstacles en permanence, notamment du fait que Chavez, durant ces années, il a surfé sur un baril à plus de $100 le pétrole. $100 le baril de pétrole, c'est ça. Quand il arrive, le baril était à 7-10 $. Donc vous voyez, de $10 à 100, voire $115, la petite différence. Donc il y avait une manne là, sous la main dans ces années 2000-2005 qui a effectivement servi à améliorer le quotidien des Vénézuéliens, à mettre en place les fameuses missions sociales. Et si on regarde les chiffres, ils sont très parlants. Diminution de quasiment de la moitié de la pauvreté dans ces années-là. On passe de 46% à 28% de pauvres au Venezuela. Fin de l'analphabétisme, reconnu et validé par l'UNESCO. Donc là, des grandes campagnes d'alphabétisation. Amélioration de l'accès aux premiers soins. Beaucoup moins en termes d'hôpitaux, mais de premiers soins très fortement. Une très forte amélioration avec des consultorios dans les quartiers, notamment grâce aux médecins cubains. Accès à l'éducation supérieure y compris. Donc là, il y a eu des avancées qui sont validées par tous les chiffres de la CEPAL, de l'ONU, d'organismes indépendants, etc. Donc une grande avancée sociale qui se note, qui se fait grâce à la redistribution de la rente pétrolière, mais qui bute sur le fait que ça ne signifie pas une transformation structurelle de l'économie vénézuélienne. Et donc quand le prix du baril a commencé à baisser, et notamment après la grande crise du capitalisme mondial 2007-2008, avec un baril qui s'est retrouvé en dessous de $30, l'État a le ressenti immédiatement. 95% des exportations vénézuéliennes, c'est du pétrole. 55% de la richesse de l'État, c'est du pétrole. Donc vous pouvez imaginer quand on passe ensuite de 110 à $30 le baril. C'est dans un cadre d'une absence de diversification de l'économie et d'une rente qui continue à imprégner le fonctionnement de l'État, mais aussi toutes les relations sociales. Ce n'est pas seulement l'État, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'ensemble des relations sociales quotidiennes sont imprégnées par cette idée de la rente. Autre aspect tout à fait problématique, c'est cette forte dépendance à la figure charismatique du chef, de Hugo Chavez. Alors certains, aujourd'hui en France, y compris à gauche, théorisent le populisme de gauche, par exemple. Mais en même temps, la disparition de Chavez en 2013, sa mort, peu de temps après la dernière élection présidentielle, ça va être un coup porté au processus lui-même, à cette relation peuple-dirigeant, très très forte. En termes de critères démocratiques, puisque nos médias aiment beaucoup mesurer, selon les critères de la démocratie libérale, la démocratie, il faut rappeler que sur 19 élections nationales ou régionales qui a été organisée durant les années de Chavez, Chavez en a gagné 18. Donc là, il était validé dans les urnes et revalidé et revalidé. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, donc, il y a cette relation tendue, en tension entre l'État et la participation populaire, entre le chef et le mouvement social, et qui est disons, augmentée, amplifiée par la question du modèle rentier. Je vais bientôt te laisser la parole, Renaud. Donc vous savez, 2013, mort de Hugo Chavez d'un cancer, et il avait gagné la dernière élection présidentielle juste avant. Il nomme, il nomme face au peuple celui qui devrait être son successeur, Nicolás Maduro, qui a déjà une expérience ministérielle, notamment en tant que ministre des Relations étrangères, qui était un proche aussi de Chavez depuis de nombreuses années, qui vient, lui, du syndicalisme. Il a été chauffeur de bus, il a un temps participé à des groupes marxistes révolutionnaires, et il est devenu un homme clé de
des rouages politiques de la nomenclatura, on pourrait dire même, du chavisme dans ces années-là. L'arrivée de Maduro, c'est évidemment une inflexion. Une inflexion, notamment parce que la mort de Chavez, ça signifie un coup porté à cette relation nationale populaire, mais aussi parce que finalement, Maduro n'a jamais récupéré le niveau de domination charismatique ou de charisme qu'avait Hugo Chavez. L'autre aspect que développera Renaud, c'est les impacts de la crise mondiale du capitalisme sur l'Amérique latine. Il y a certains économistes qui commençaient à dire non, l'Amérique latine, grâce à ses matières premières, va peut-être sortir, va résister à l'impact, mais finalement, non. Et notamment des pays comme le Mexique ou le Venezuela, ils ont été très fortement impactés et rapidement par la crise mondiale. Et ensuite, un dernier mot quand même sur les tensions du chavisme, sur la question du modèle d'accumulation, du modèle politique et de la participation. Il y a évidemment un acteur qui est toujours là et de manière très très claire, ce sont nos amis de Washington. Donc là c'est un débat, je pense que Renaud en parlera aussi. Moi, je suis de l'avis que ceux qui pensent qu'on peut résumer tous les problèmes du processus bolivarien à cause des méchants impérialistes ne comprennent pas du tout l'expérience bolivarienne. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis n'ont pas un rôle essentiel dans les problèmes au Venezuela. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a tout un tas de problèmes endogènes internes au chavisme, au processus bolivarien, mais il y a aussi en même temps les États-Unis qui, eux, font leur job, disons. Sous Obama, vous savez que le Venezuela a été qualifié comme une menace sérieuse à la démocratie états-unienne, ce qui en langage du département d'État, c'est un pays ennemi des États-Unis. Et sous Trump, il en a remis une couche à la façon Trump, où il a dit bon, c'est évidemment une menace pour les États-Unis, et pourquoi pas, ça pourrait passer par une intervention militaire. Même si, en termes concrets, c'est plus que très 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 peu probable qu'il y ait une intervention militaire. Parce qu'en plus, ça serait un bourbier pour les Marines intervenir au Venezuela. Et d'autre part, parce que, à la différence du coup d'État d'avril 2002, ils ont, disons, appuyé une option. Enfin, ils appuient toutes les options en même temps. Soit la crise continuait à s'approfondir et c'est Maduro qui pouvait tomber, soit les options les plus radicales de l'opposition, qui sont toujours favorables à l'insurrection, pouvaient gagner le pouvoir. Donc les États-Unis pensaient jusqu'à il y a peu, pensaient qu'à court terme, à assez court terme, ils pourraient se défaire de Maduro. Ce qui, à mon avis, a été un mauvais calcul finalement. Donc voilà un peu pour ce panorama. Je pense que j'ai parlé ma demi-heure. Je vais vous montrer quelques images parce que ça vous donnera un peu des images de ce dont va nous parler Renaud tout de suite. Depuis des mois, on entend à la radio, dans la presse, etc., le chaos. Et d'ailleurs, le titre d'aujourd'hui s'appelait « Les raisons du chaos ». Et effectivement, depuis des mois, il y a un chaos dans les rues de Caracas, et dans plusieurs grandes villes du Venezuela, avec des affrontements de rue très très durs, avec ce type aussi de manifestations, de guarimbas en 2014, et depuis avril 2017, de nouveau des grandes manifestations pacifiques, mais aussi violentes. Il y a aussi une crise économique qui fait que, là je vois les derniers chiffres, le calcul, c'est que les Vénézuéliens, au cours des 2 dernières années, ont perdu en moyenne entre 2 et 3 kilos par personne. Donc c'est une crise économique vraiment profonde, très très forte. On n'a pas accès aux biens de consommation quotidiens, où on doit faire des queues pendant des heures pour avoir accès à parfois très peu de choses, et où les mesures du gouvernement n'arrivent pas à suppléer à tout cela. Donc ça va nous l'exposer Renaud. Et dernier aspect, je pense que Renaud en parlera, et pour le débat, il faut aussi comprendre où est-ce qu'en est l'opposition aujourd'hui au Venezuela. C'est une opposition hétéroclite, la table de l'unité démocratique, qui va d'anciens maoïstes, qui sont foncièrement anti-chavistes, à l'extrême droite. Donc c'est vraiment une coalition hyper hétéroclite.
qui sont soudés seulement par cette idée de l'opposition au chavisme, mais avec des options en son sein qui sont insurrectionnelles, clairement, qui veulent la salida, qui veulent faire tomber le gouvernement. Bon, et ça sera pour Renaud. Il faut juste savoir quand même qu'au cours des derniers mois et des dernières années, le chavisme a reculé au sein des classes populaires. On l'a vu en termes électoraux, par exemple en 2015, l'Assemblée législative, c'est une majorité de l'opposition qui l'a gagnée. Donc là, il y a vraiment des reculs qu'il faut regarder de près. Par exemple, je sais que dans un grand quartier comme Petare, c'est un des plus grands quartiers populaires de l'Amérique latine, le chavisme est devenu minoritaire lors des dernières élections. Donc là aussi, il y a une base sociale qui s'est effritée et qui est un mécontentement qui s'est accumulé et qui explique l'explosion aussi du mécontentement et d'options de la gauche critique au sein du chavisme. Mais ça, je le laisse pour Renaud.